Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 16 questions. Donc je l'ai découpé en deux vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la neuvième question. Donc la neuvième question dit les caractéristiques de la société à responsabilité limitée et les apports en industrie sont pas autorisés. Les associés sont responsables solidairement aux dettes de la société. Pas de minimum de capital, pas de maximum d'associés. La réponse juste, c'est que pas de minimum de capital. Les autres réponses sont pas correctes. Pourquoi? Parce que les apports en industrie, c'est autorisé dans la SARL. Et aussi, les associés sont responsables uniquement par rapport aux apports qu'ils apportent. Et aussi, il y a un maximum, il ne faut pas dépasser 50 associés dans la SARL. D'accord? La dixième question dit, dans quel type de société peut-on faire un apport en industrie? Les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux ou bien les sociétés par action? La réponse juste, c'est les sociétés de personnes. Sociétés de capitaux, comme l'exemple de la société anonyme, on ne peut pas faire un apport en industrie. D'accord? Onzième question dit, l'Assemblée générale extraordinaire est une assemblée obligatoire une fois par an au mois pour toutes les sociétés, dans les 6 mois qui suivent la clôture d'un exercice. L'objet de l'Assemblée générale extraordinaire est d'informer les associés sur la situation de la société et valider les comptes de l'exercice et prendre des actes de gestion ordinaire de la société. Vrai et faux? La réponse juste, c'est faux. Donc là, cette définition, c'est une définition qui concerne l'Assemblée générale ordinaire et pas l'Assemblée générale extraordinaire. D'accord? L'Assemblée générale extraordinaire, c'est là où on prend des décisions concernant la modification des statuts, ou bien l'augmentation du capital, changement des sièges. Donc, c'est des décisions qui sont un peu importantes. D'accord? Deuxième question dit, parmi les caractéristiques des effets de commerce, l'obligation d'attendre la date d'échéance, l'encaissement, on peut les encaisser à la date d'échéance, l'endossement, ou bien l'escompte. La réponse juste, c'est B, C et D. Donc, les effets de commerce, on peut les encaisser. On peut attendre jusqu'à l'échéance pour les encaisser. On peut les endosser, ça veut dire on peut c'est transmissible, on peut les transférer à d'autres personnes. La réponse C, c'est l'escompte, c'est-à-dire on peut l'escompter, on ne peut pas attendre jusqu'à l'échéance. Par exemple, un effet de commerce qui doit être payé le 15 octobre, la personne qui possède cet effet de commerce peut aller à la banque, par exemple le 5 octobre, pour être payé, mais pas le montant total, mais avec un petit pourcentage qu'il va donner à la banque. D'accord? On va dire ça, c'est escompté. 13e question dit, quels sont les actes de commerce par nature? Le négoce, la consommation, le service, l'associatif. La réponse juste, c'est le négoce et le service. C'est des actes de commerce par nature. Par contre, l'associatif, c'est un acte qui est civil. D'accord? Ça entre pas dans le commerce. Et la consommation, parfois, il y a des personnes, des individus qui achètent des produits pour les consommer. Donc, c'est pas un acte de commerce. D'accord? 14e question dit, qui peut décider la révocation des administrateurs dans une SA? Le directeur général, le président directeur général, l'assemblée générale ordinaire ou bien l'assemblée générale extraordinaire? La réponse juste, c'est l'assemblée générale ordinaire. Donc c'est là où ça pourra être la révocation des administrateurs et aussi la nomination des nouveaux administrateurs. C'est au niveau de l'assemblée générale ordinaire. Et aussi le PDG, le président directeur général, il peut proposer de nommer ou bien de révoquer un certain administrateur, mais c'est la décision finale, c'est pas lui qui va le prendre, c'est au niveau de l'Assemblée générale ordinaire. D'accord? 15e question dit, dans la société anonyme, les membres du conseil de surveillance sont obligatoirement des actionnaires. Le nombre des associés est limité à 50. Les apports en numéraire doivent être intégralement libérés lors de la constitution. La réponse juste, c'est A. Donc, tout simplement, dans la société anonyme, les membres du conseil de surveillance, ils doivent être des actionnaires.
Ils doivent être des actionnaires. Par contre, le nombre des associés, c'est pas limité. On peut avoir plus de 50 associés. Et aussi les apports en numéraire, il y a la possibilité de libérer juste un quart. Ça veut dire 25% du montant total. Ça marche? Donc, 16e question dit dans la SARL, la société à responsabilité limitée, les apports peuvent être faits en numéraire, en nature ou en industrie, ou bien les associés sont solidairement responsables à la dette sociale, ou bien la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. La réponse juste c'est A et C. Donc, dans la SARL, les apports, on peut faire en numéraire, en nature et en industrie. On peut le faire. Et aussi, la responsabilité des associés est limitée uniquement par rapport à ce qu'il apporte. Par exemple, s'il apporte 40% du capital, donc leur responsabilité, c'est uniquement 40%. D'accord? Donc, en général, c'est ça la deuxième partie du QCM. J'espère que vous l'avez compris. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Dans la description, vous trouvez tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant du droit des affaires. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.